Bien. Je suis très heureuse au nom du CGJ de vous recevoir. Vous êtes une intellectuelle de renom, une femme lucide, extrêmement courageuse. On connaît vos travaux scientifiques et on connaît surtout, on connaît aussi vos prises de parole courageuses. J'ai déjà employé cette adjectif, mais j'aimerais le redire. Il me semble que c'est le 17, c'est-à-dire mercredi prochain, un livre qui s'appelle « Le wokisme serait-il un totalitarisme ?» dont le titre appelle la réponse que nous supposons. Mais ici, je vous accueille pour un autre aspect de votre personnalité, de votre œuvre, un aspect beaucoup plus intime, le récit familial. Je montre ici la page, une histoire de France, un récit, un livre construit admirablement avec votre savoir universitaire et aussi beaucoup de vous-même, à une sensibilité qui en fait une œuvre très agréable à lire. Ce roman familial se lit comme un roman. Vous mettez comme une sorte d'incipit, vous mettez une citation, vous citez Proust. Votre âme est bien, comme parle Tolstoï, une forêt obscure, mais les arbres en sont d'une espèce particulière, ce sont des arbres généalogiques. Très belle citation. Bon, sans vouloir sonder les cœurs et les reins, je trouve que citer Proust est intéressant dans votre cas, puisque Proust écrit, j'ai sous les yeux la recherche, page 134, l'édition de la Pléiade, car il y avait autour de Combray 2 côtés pour les promenades. Et effectivement, vos 2 côtés ne sont pas forcément celui de Thoine et de Guermantes, de mes églises et de Guermantes, mais il y a bien 2 côtés. Le côté de votre père, Lionel Annick, objet de la conférence de ce soir, et aussi un autre côté de votre mère, Geneviève Creuset, avec la famille Lamps, protestante, et d'Alsace. On y apprend aussi que vous cousinez avec le docteur Schweitzer. Oui, et avec Jean-Paul Sartre. Et oui, oui. Donc c'est pas rien quand même, c'est intéressant. Et voilà, donc maintenant j'aimerais vous écouter. Avant peut-être, je voudrais repréciser que cette œuvre est vraiment à lire pour nous qui nous intéressons à la généalogie, car non seulement il y a des détails de généalogie, mais il y a également des mini-arbres, des mini-arbres comme celui où on voit Benioumov, où vous parlez de vos descendants. Vous allez ensuite dérouler cela, Jacob Benioumov, Batcheva Lepchinka, et je vous invite à venir compléter auprès de nous la suite de votre ascendance, puisque je crois qu'il y a encore beaucoup de mystères. Tout à fait. Ce sont des lieux, oui, beaucoup. Mais écoutez, chère Nathalie, c'est à vous. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Je suis un peu intimidée parce que je ne suis pas du tout généalogiste, même amateur. Et donc voilà, je vais sans doute décevoir beaucoup d'entre vous parce que j'ai conscience du caractère très frustrant et très primitif de ce que j'ai fait en matière de généalogie pour écrire ce récit. Mais le fait est que je n'ai pas cherché à faire une enquête généalogique. C'est peut-être ça qu'il faut d'abord commencer à dire pour comprendre pourquoi mon récit est tellement lacunaire du point de vue de la généalogie. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir, après la publication, de recevoir des informations par des lecteurs qui m'ont apporté des éléments de documentation qui ne sont pas dans le livre, donc quelquefois des choses dont je disais moi-même que je ne les avais pas trouvées, faute simplement de les avoir correctement cherchées. Et je salue ici Jacques Gerstenkorn, qui a été donc un des premiers lecteurs et des plus formidables pourvoyeurs d'informations
d'informations sur ma propre famille une fois le livre paru, au point que dans la version de poche, j'ai fait un épilogue avec les informations qui m'ont été apportées après la première publication par les lecteurs. Et je vous remercie, Claire, aussi, puisque vous m'avez très récemment encore apporté des renseignements que j'ignorais. Alors, en fait, le projet a démarré dans les années 80. Donc, c'était un très vieux projet, puisque je ne l'ai écrit que avant 2018, puisque le livre est sorti en 2018. Et au départ, c'était simplement, c'est une façon de parler, c'était un projet de film. Je voulais faire un film, comme j'avais déjà fait un petit court-métrage qui s'appelle Un hiver à Paris, en 82, qui était une voix off sur du banc-titre de carte postale. Et je voulais réutiliser cette même technique. Il y a quelqu'un qui demande ce qui se passe, il y a un problème de son. Est-ce qu'on ne m'entend pas? Là, je n'entends plus personne. Si, tout va bien. Tout va Tout bien. va bien? Ça va, de mon côté, D'accord. ça va. D'accord, parfait. Sauf que là, il y a un micro qui doit être ouvert parce que... non. Donc, j'ai voulu donc reprendre cette technique d'un récit en voix off sur des images fixes à propos de l'histoire de ma famille, en utilisant bien évidemment des images qui soient des documents familiaux, donc soit des photographies puisque j'en possédais, soit des documents administratifs. Et j'ai eu ce projet depuis, encore une fois, le milieu des années 80. La citation de Proust que j'ai mis en exergue, je l'ai trouvée à ce moment-là. Et simplement, j'ai rongé mon frein parce que j'ai beaucoup de travail comme sociologue et que j'avais pas le temps de m'y mettre. Bon, puis je crois qu'un jour, après un livre un peu difficile de sociologie, j'ai décidé de m'accorder un petit peu de temps de récréation et je me suis mise à écrire ce texte qui donc a consisté à penser ce récit comme une voix d'abord. Il s'agit de ma voix qui raconte l'histoire et qui est soutenue par des images fixes, des images fondues enchaînées ou peu importe, enfin ça peut dépendre. Donc cette technique impliquait que ce que j'allais publier soit en fait un storyboard. Ce que j'ai fait avec ce livre, c'est en fait un storyboard de film, sauf que, et au départ j'ai vraiment pensé le texte comme un storyboard, sauf que j'ai très vite réalisé que ce serait plus facile à publier sous forme de livre que d'en faire un film, tout simplement parce qu'en faire un film impliquait de trouver un producteur, enfin ça implique des investissements financiers, matériels, d'une équipe, etc., extrêmement compliqués. Et donc, j'ai très vite renoncé, d'autant plus que lorsque j'ai minuté le récit, on arrivait à quasiment 2h30 et je ne me voyais pas convaincre un producteur de financer un tel film. Donc, c'est devenu un livre et la caractéristique de ce livre, c'est que les images n'ont pas de légende. Pourquoi? Parce que l'identification des images se fait simplement par la lecture du texte, c'est-à-dire que on a le texte et puis on a une image et donc on sait parfaitement que telle photo correspond à tel personnage puisqu'il vient d'en être question ou qu'il va en être question. Je ne voulais pas que le livre puisse se feuilleter image par image avec les légendes sans lire le texte. Il faut qu'on lise le texte pour comprendre ce que l'on voit. Ça, pour moi, c'était fondamental et c'était fondamental parce que c'est la forme propre du cinéma. Le cinéma, c'est à la fois l'image et le son. Et là, je voulais qu'on ait exactement le même rapport à ce texte qu'on a au cinéma quand il faut à la fois entendre et voir. Bon. Donc ça, c'est une première caractéristique. L'autre caractéristique est que cet appui sur les images a entraîné un choix qui va vous paraître probablement hérétique, mais qui est le choix de ne pas remonter au-delà des informations pour lesquelles j'ai déjà des images. Alors, donc je me suis appuyée sur le corpus de photographies que j'avais récupéré grâce notamment à mon père, grâce à des gens de la famille de mon père, grâce à la famille de ma mère aussi,
tout le monde savait que je suis intéressée par ces questions-là, donc on m'a donné des photos. Bon, voilà, j'ai été un petit peu la récipiendaire de la documentation iconographique des deux familles, hein, parce que, bon, on savait que je m'y intéressais. Et donc, je suis remontée jusqu'à environ le milieu du 19e siècle via les photographies ou via des informations qui m'ont été données par des membres de la famille. Mais je n'ai pas voulu aller aux archives pour remonter au-delà parce que, d'abord, je ne suis pas généalogiste, je n'ai pas beaucoup de temps parce que c'est pas, voilà, j'ai simplement très peu de temps, et parce que probablement j'avais besoin d'appuyer ma curiosité sur une possibilité de visualisation, hein. Il fallait qu'il y ait quelque chose de visualisable, et l'idée de remonter avec simplement des noms et des dates à partir des archives, bon, si on me donne des informations, pourquoi pas, mais je n'ai pas envie de faire ce travail-là. J'avais simplement envie de raconter l'histoire telle qu'elle m'est transmise par mes prédécesseurs, c'est-à-dire par ma famille, hein. C'est vraiment un travail de mise au clair d'une transmission familiale, alors qui s'est faite donc par mon père d'un côté, par ma mère de l'autre, et ce qui a été vraiment la colonne vertébrale du texte et la raison pour laquelle j'ai décidé qu'un récit familial qui a priori n'intéresse personne sauf les membres de la famille pourrait faire l'objet d'un livre, donc intéresser des gens qui ne sont pas de la famille, c'est la particularité de ces deux familles qui ont des choses en commun et des choses qui les différencient considérablement. Alors, ce qui les différencie, c'est d'un côté, on a des juifs, de l'autre, des protestants. Bon, alors, on dira, ce qu'ils ont en commun, c'est d'être une minorité. C'est vrai. Ce qui les différencie surtout, c'est que la branche juive est une branche très pauvre, dont je vais raconter l'histoire, et qui a réussi, grâce à mon arrière-grand-père, à faire fortune en une génération, qui ensuite a perdu une grande partie de sa fortune en raison des circonstances de la Seconde Guerre mondiale. Et du côté protestant, on a plutôt une famille pas très bourgeoise, mais disons assez bourgeoise, alsacienne, qui a plus ou moins, enfin c'est un peu compliqué, mais disons qu'il y avait notamment un général dans la famille dont ma grand-mère était très fière, c'était son oncle, bon, donc il y avait quand même une certaine assise, et qui, pour diverses raisons, au niveau de ma grand-mère, a périclité et est tombée dans, non pas la misère, mais en tout cas dans une situation matérielle très problématique pour quelqu'un comme ma grand-mère qui était née vraiment dans un très bon confort bourgeois. Voilà. Donc, on a une structure en chiasme avec d'un côté une ascension sociale fulgurante de la famille juive et un déclin social à peu près aussi fulgurant, à peu près au même moment, de la famille protestante. Donc, la famille juive, elle est originaire d'Ukraine, avec donc, je suis remontée jusqu'aux parents de mon arrière-arrière-grand-père Jacob Benioumov, qui sont donc nés, alors soit à Kiev, soit quelquefois il y a des noms de localités du gouvernement de Kiev. J'ai des renseignements différents selon l'origine de qui m'a donné les renseignements, puisque j'ai d'un côté des renseignements qui m'ont été donnés par mon père, probablement donnés par sa mère, et j'ai aussi des renseignements qui m'ont été donnés par un cousin éloigné, qui était donc le petit-fils de la sœur de mon arrière-arrière-grand-père, bon, Jacques Sauffer. Et d'ailleurs, entre parenthèses, grâce à la sortie de ce livre, j'ai été contactée par une descendante de cette branche Sauffer, Léna Sauffer, qui est ma cousine et qui est devenue une amie. Enfin voilà, donc tout ça a permis d'élargir le cercle familial. Et donc, j'avais des renseignements quelquefois un peu contradictoires, mais en tout cas, je sais que mon arrière-arrière-grand-père Jacob Benioumov est né de Simia Benim Benioumov et de Sarah Geski, qui ont eu 5 enfants, donc 2 filles, Rebecca ou Rivka. Alors bon, évidemment, comme vous le savez,
les prénoms sont doubles, hein, il y a des prénoms francisés et des prénoms hébraïques. Golda, et puis 3 garçons, Lev, Joseph et Jacob. Donc Jacob est le dernier des 5 enfants de Sim Benioumov et Sarah Geski. Alors, j'ai différents renseignements sur les frères et sœurs, je ne vais pas vous les donner, à moins que vous les demandiez. Et on arrive à Jacob Benioumov, donc né à Kiev le 25 mars 1852, mais j'ai aussi un renseignement qui est Rogef, gouvernement de Kiev, et mort à Marseille le 9 septembre 1920. Merci Claire de m'avoir, il y a juste quelques jours, communiqué l'acte de décès de mon grand-père, de mon arrière-grand-père Jacob, dont je disais dans le livre que je n'avais pas réussi à l'obtenir. Alors, pourquoi je n'ai pas réussi à l'obtenir? Parce que je suis paresseuse, hein, tout simplement, parce que je n'ai pas eu le courage d'aller à Marseille aux archives. J'aurais dû le faire, j'avais prévu de le faire, et puis j'ai pas eu le temps. Et puis, je me suis dit qu'après tout, je pouvais... me fier à différentes choses qui me sont arrivées par différentes voies, mais est-ce que ça aurait apporté énormément au livre que d'avoir les actes administratifs de tous les gens dont je parle? Pas forcément. Si un jour j'aurais édité le livre, peut-être que je les rajouterai. En tout cas, la question des actes administratifs a été très importante, puisque une fois que j'ai rassemblé donc les photos et les renseignements que j'avais pu avoir par ma famille, évidemment, j'ai essayé d'en savoir plus en allant dans les registres de actes de naissance, actes de décès, recensement. Donc ça, j'ai fait tout ce que j'ai pu par Internet, hein. Et notamment, c'était très précieux avec la partie oranaise. Alors, pourquoi une partie oranaise? Parce que ce que j'ai compris, c'est que la famille Benioumov, qui était donc composée, donc Jacob Benioumov, excuse-moi, je reviens un peu en arrière, a fait 2 mariages, un premier mariage avec Sarah Lipchinka, dont il a eu 2 enfants, Sima et Tsipe. Et ensuite, sa femme est décédée et il a épousé, comme ça se faisait beaucoup, la sœur cadette de sa femme qui s'appelait Batsheva. Et donc, de cette Batsheva Lipchinka, de ce deuxième lit, sont nés pas moins de 10 enfants, 10 garçons dont une fille, dont l'aîné et mon arrière-grand-père, Bensi Benioumov. Voilà, Bensi étant né à Kiev le 15 avril 1878. Dans mes renseignements, il y a aussi Brosilov, bon, gouvernement de Kiev. Donc, la famille, à une date qui ne m'est pas précisément connue, a pris le bateau à Odessa pour l'Algérie. Et là, c'est le début des grandes interrogations parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé au début des années 1880, si ce n'est que très probablement, ils ont décidé de fuir à cause des pogroms, hein, puisqu'il y a eu une vague de pogroms au début des années 80. Donc, j'ajoute que, évidemment, je me suis un peu renseignée, j'ai lu quelques livres d'histoire, etc., pour pouvoir contextualiser tout ça. Ils ont dû donc quitter l'Ukraine. Et pourquoi ont-ils pris un bateau pour Oran plutôt que pour Marseille ou pour l'Argentine ou pour ailleurs? On ne sait pas. Alors là, pour le coup, c'est un grand mystère. On a 2 ou 3 ans pendant lesquels on ne sait rien avant leur arrivée à Oran. Est-ce qu'ils ont fait un détour par la Palestine? C'est une question qu'on se pose parce que on sait que le frère de Golda, donc la sœur de Jacob, Jacques Sofer, qui était scribe, était passé par la Palestine. Donc on peut se demander s'il n'y a pas eu un passage par la Palestine. Toujours est-il qu'ils sont arrivés à Oran et on le sait. D'abord parce que c'est dans la mémoire familiale que m'a transmis mon père, mais aussi parce que autant les premiers fils sont nés à Kiev, donc Bensi, mon arrière-grand-père, puis Moïse, puis Joseph Jacob, puis Élie en 85, et tout d'un coup on a ce trou en 89, naissance de la première fille et la seule fille du groupe, Rachel, à Oran. Donc il y a 4 ans pendant lesquels on ne sait pas. Il n'y a pas eu d'enfant.
alors que jusque-là, il y avait un enfant tous les 2 ans. Là, il n'y a pas eu d'enfant pendant 4 ans. Bon, alors, on ne sait pas. En tout cas, ils étaient à Oran et mon arrière-arrière-grand-père Jacob exerçait le métier de charbonnier dans le quartier juif d'Oran. Alors, ce qui est très touchant, et ça a été vraiment un des grâces de cette recherche, c'est quand, en allant sur les actes de naissance que l'on peut trouver par Internet, puisque Oran était française à l'époque, et donc ça fait partie de l'administration française, j'ai vu sur ces actes, les 2 premiers enfants, ou le premier enfant, enfin je ne sais plus en tout cas, le père, Jacob, est accompagné de 2 témoins et on dit qu'il ne peut pas signer et il signe d'une croix. Bon, ce qui veut dire qu'il ne maîtrisait pas forcément l'écriture, parce que peut-être qu'il écrivait l'hébreu, mais en tout cas la graphie française. Bon. Et puis, très vite, à la naissance des autres enfants, on le voit signer avec son écriture maladroite, enfantine, Jacob Benioumov. Et donc, c'est vraiment très émouvant de voir via ces actes, ces documents administratifs, le début d'une forme d'intégration par l'apprentissage de l'écriture. Bon. Et donc, vont naître à Oran Rachel en 89, Fridja en 91, qui fera la guerre de 14-18 et sera tuée à Saint-Éloi en 1914, donc mort pour la France. Son frère cadet Israël, né en 93, lui aussi mort pour la France à Maurepas en 1916. Et là, donc on était en 93 pour Israël. 3 ans plus tard, né à Marseille, Chaim, dit Henri Benioumov, qui est donc le premier de la fratrie à naître sur le territoire métropolitain, donc à Marseille. Donc on peut imaginer qu'ils ont fini, au bout de quelques années, par quitter Oran pour Marseille. Et là encore, deuxième mystère, pourquoi ont-ils quitté Oran? Pourquoi un bateau pour Marseille plutôt qu'ailleurs? On n'en sait rien. Et le dernier fils, Félix, est né en 1900 à Marseille, et ce qui m'a énormément frappé en établissant cette liste généalogique, c'est que Félix ou Jérôme, il a 2 prénoms, est le seul de la fratrie qui ne soit pas déclaré avec un prénom juif. Les autres avaient un double prénom, Fridja ou Alfred, Israël ou Saul, etc., mais Haïm ou Henri, et Félix, c'est un prénom français. Donc là encore, un deuxième signe de début d'intégration par l'adoption d'un prénom français pour le petit dernier. Et donc, on arrive donc au tout début du XXe siècle. Toute la famille s'installe dans le quartier très pauvre qui est derrière le port de la Joliette, donc entre le port et la gare, c'est-à-dire vraiment le quartier d'immigration où tous les émigrés arrivaient, notamment les émigrés juifs, mais pas seulement. Je dois dire que j'ai rencontré dans un colloque à Marseille il y a au moins 30 ans, Émile Temim, qui est un grand historien de Marseille, et qui m'a dit que le livre qu'avait écrit mon père sur sa famille était pour les historiens de Marseille une mine formidable. Alors, je fais une petite parenthèse sur ce livre. Ça s'appelle Les Chapeliers de la Bonne Mère. C'est, disons, c'est la version antérieure de mon livre Une histoire de France. Et mon père a écrit ça donc pour raconter ses histoires de famille, mais comme il rêvait d'être romancier, il a eu la mauvaise idée de romancer ce récit, ce qui fait qu'on ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà. Donc, il a changé les prénoms, il a changé des histoires, etc. Voilà. Donc, c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu avoir un récit très documenté et en fait, on a quelque chose qui est ni de la fiction, enfin, c'est très, très bâtard, quoi. Et je trouve c'est dommage. Donc, pourquoi est-ce que j'étais repartie? Oui, et donc c'est là que commence la saga de Bensi Benioumov, mon arrière-grand-père,
qui, avec l'aide de son beau-frère Jacques Polski, puisqu'il avait épousé en 1902 Jeanne Polski, hein, la légende familiale dit qu'ils se sont rencontrés sur le bateau. Alors, quel bateau, on ne sait pas. Est-ce que c'est le bateau d'Odessa à Oran ou le bateau d'Oran à Marseille? On ne sait pas. Mais en tout cas, selon la légende, ils se sont rencontrés sur le bateau. Et donc, Bensi épouse Jeanne, fille elle aussi d'une famille de juifs immigrés, etc., etc. Et avec l'aide donc de son beau-frère, il monte une petite affaire de fabrication de casquettes familiales, c'est-à-dire qu'on a les 10 enfants à la maison, alors 9 nés du deuxième lit, probablement les 2 aînés du premier lit aussi, et un orphelin, Henri Charnimovski, qu'ils ont adopté sur le bateau, là encore, parce que il était orphelin de père et de mère, probablement ses parents tués par les pogroms, et ils ont dû se dire qu'une bouche de plus, ça ne comptait pas trop. Et donc, toute cette semaine-là, alors ça, je vous raconte la légende de mon père, hein, telle que mon père me l'a racontée, fabriquer des casquettes à domicile. Il devait vivre dans 2 pièces, je pense, et vendait ses casquettes soit dans des petits placards insérés dans les murs du cours Belzunce à Marseille, donc des sortes de placards qu'on ouvre le matin et qu'on referme le soir, hein, dans lesquels on peut vendre des produits, soit dans des paniers que les femmes de la maison allaient apporter soit sur le port, soit même jusqu'à Aix-en-Provence. Elles allaient vendre les casquettes. Donc les femmes de la maison, c'était la femme de Bensi, Jeanne, probablement peut-être la mère de Bensi, Batsheva, encore qu'elle devait être un peu fatiguée par toutes ses grossesses et devait tenir la maison, et Rachel, la seule fille, hein, la sœur de Bensi. Et avec cette petite affaire, ils ont réussi en quelques années à ouvrir un magasin, puis une fabrique, puis une plus grande fabrique, puis une usine, etc. Et en une génération, Bensi était devenu très riche, comme le montrent les photos magnifiques, hein, que je montre dans le livre. Et il a pu donc faire à sa fille aînée, Stasia, ma grand-mère, un beau mariage, si on peut dire, ainsi qu'à sa fille cadette, Simone. Alors, je fais une parenthèse sur le beau mariage. Un jour s'est présenté, alors toujours la légende familiale, à la fabrique sur le quai de Rive-Neuve, un jeune juif émigré de Roumanie qui s'appelle Lazar Hennik, et très très bien habillé, magnifique, avec tout ce qu'il faut, une canne, une chevalière, un chapeau, une redingote, etc. Bon, qui présentait donc très bien, qui se fait admettre, qui se fait connaître, etc. Et puis qui demande la main de Stasia. Et donc, le père de Stasia, Bensi, accorde la main de sa fille aînée à Lazar Hennik, qui avait une douzaine d'années de plus que la jeune Stasia, qui n'avait même pas, je crois, 18 ans, 17-18 ans. Et en fait, il s'est aperçu très vite que ce Lazarénique était très intelligent, mais totalement fauché, parce qu'il avait loué les habits avec lesquels il s'était présenté à la fabrique. Voilà. Et mon grand-père Lazare, donc, lui avait émigré de Roumanie dans les années 20, là encore de façon mystérieuse, parce qu'on ne sait pas grand-chose. Est-ce que c'est à cause de persécutions? Est-ce que c'est pour faire fortune? On ne sait pas. J'ai essayé de remonter dans l'histoire de Lazare, mais je n'ai pas pu remonter au-delà de son père, Bernard. Le nom s'écrivait H-A-I-N-I-C-H en roumain. Mon grand-père a toujours prononcé notre nom Hennik, en disant que ça se prononçait Hennik en roumain. Voilà, et j'en sais pas tellement plus. J'ai eu l'occasion d'aller en Roumanie il y a une vingtaine d'années, et j'ai regardé dans l'annuaire tout simplement, il y avait un nom avec Hennik, j'ai fait le numéro, je me suis demandé ce qui allait se passer à l'autre bout du film, et puis ça n'a pas répondu. J'ai même écrit à Ranu Ioannid, le spécialiste des Juifs roumains, pour lui demander comment je pourrais avoir des renseignements un peu plus précis que le fait que mon grand-père était né à Galatch, etc. Mais apparemment, Claire m'a confirmé que les recherches généalogiques sont en cours, hein, pour les Juifs de Roumanie. On en saura peut-être un peu plus tard. En tout cas, mon grand-père Lazare était très mutique, et on n'a jamais su grand-chose de ce côté-là. Je passe parce que je ne veux pas prendre trop de temps, parce qu'il faut que je parle de la deuxième branche. Mais en gros,
la situation magnifique de cette famille s'est effondrée avec la Seconde Guerre mondiale. Mon arrière-grand-père a eu la mauvaise idée de se faire recenser en 1941. Il a été pris avec sa femme dans les rafles du 23 janvier 1943 et ils ont été déportés d'abord à Drancy, pardon, à Compiègne, où mon arrière-grand-mère est morte dans le convoi, le train. Elle était diabétique, elle n'a pas survécu au transport. Bensi est resté 2 mois à Compiègne. Ensuite, il a été déplacé à Drancy, d'où il est parti pour Sobibor par le convoi qu'on appelait le convoi des Marseillais, dont personne n'est revenu, où il y avait à peu près 1000 personnes. Bon. Donc, fin de la belle histoire, arianisation des biens, fuite de Lazare, de Stasia et des 2 enfants dont mon père pour échapper aux déportations. Bon, je raconte tout ça en détail dans le livre, donc je passe. Et Lazare a quand même réussi à sauver sa famille, donc je suis là. Alors, ce que je voulais, j'ai un peu bifurqué à partir de ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des 2 branches et de leurs différences. Donc voilà la saga d'une famille juive pauvre, émigrée, qui a fait fortune et perdu une partie de sa fortune pour des raisons historiques. Bon. De l'autre côté, la branche protestante, elle a en commun, alors malgré les différences de fortune dont j'ai parlé, elle a en commun avec cette branche juive, oui, je lis le message de Claire. Cette branche protestante, elle a en commun d'abord d'appartenir à une religion minoritaire, bon, et d'avoir elle aussi choisi de s'exiler pour être française. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a énormément frappée dans cette double histoire, puisque après 1870, une partie de la famille de ma grand-mère, maternelle alsacienne, a décidé de quitter l'Alsace pour la France, pour rester française. Ce qui m'a donné à réfléchir sur le fait que les Alsaciens ont été soumis à un impératif de double trahison, c'est-à-dire que soit ils restaient alsaciens mais ils trahissaient la France puisqu'ils devenaient allemands, soit ils quittaient l'Alsace pour rester français mais ils trahissaient l'Alsace. Et j'ai du même coup, j'ai mis très longtemps à le comprendre, et j'ai du même coup compris l'extraordinaire nostalgie de ma grand-mère lorsqu'elle parlait de l'Alsace, dont j'ai toujours cru que c'était son pays natal, pas du tout, c'était le pays natal de ses grands-parents. Elle est née à Paris parce que son grand-père a émigré à Paris donc après 70, alors qu'une partie de la famille est restée en Alsace. Donc c'est à la fois une nostalgie transmise par ses parents. Il y avait donc une maison familiale que je suis allée retrouver à Bouxwiller. J'ai fait des recherches pour retrouver la maison, pour aller au cimetière, etc. Bon, là, j'ai pu faire des recherches sur place, parce que Kiev, c'est un peu loin, mais bon. Et donc, j'ai compris qu'en fait, dans cette maison familiale, elle n'allait qu'en vacances. Elle la connaissait très peu, elle n'y était pas née. Et c'est donc une sorte de reconstruction a posteriori d'une enfance alsacienne qu'elle n'a pas vraiment eue, dont elle m'a fait le témoin, puisqu'elle me parlait avec beaucoup d'émotion de cette Alsace, qui était en fait une Alsace largement fantasmée. Voilà. Donc, le point commun de ces 2 familles, c'est d'avoir émigré pour devenir ou pour rester française. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce livre « Une histoire de France ». Alors, c'est évidemment pas « Histoire de France » ni « L'histoire de France », mais une parmi d'autres, et une très particulière, puisque il s'agit d'une histoire de membres d'une religion, de 2 religions minoritaires, bon, extrêmement attachés à la France, très patriotes. Du côté de la famille de mon père, on était très fiers d'avoir donné 2 fils pour la France en 14-18. Mon arrière-grand-père lui-même avait combattu. Et donc, pour lesquels, évidemment, on imagine la déflagration qu'a été l'occupation, les lois anti-juives et la trahison qu'a été le régime de Vichy pour cette famille qui avait choisi la France, qui s'est fait naturaliser. Donc,
Là aussi, j'ai un peu essayé de retrouver des actes de naturalisation. Je n'ai pas tout retrouvé, mais bon, peu importe, j'avais à peu près, je connais les dates auxquelles ils ont été naturalisés. Et voilà, donc mon idée de départ, c'était ça, c'était de faire le lien entre deux familles qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors, j'ajoute que pour la famille maternelle des Bolgère, devenue Lambs, puisque une Bolgère a épousé un monsieur Lambs qui était apparenté au Schweitzer et au Sartre, raison pour laquelle il y a ce cousinage. Donc, ma grand-mère, Madeleine, est née Madeleine Lamps, et elle a épousé un certain Serge Creuset, qui lui était issu d'une famille du Pays Basque, hein, d'une famille bordonnave et d'une famille de la région protestante, hein, du Pays Basque. Donc, on reste dans les protestants. La branche protestante était très attachée à son protestantisme, hein. Ma grand-mère en tout cas, qui portait la croix huguenote, et voilà. On reparlera si vous voulez du rapport à la religion, mais en tout cas, on a du côté maternel une double généalogie alsacienne et basque, ce qui fait quand même un peu varié. Du côté paternel, on a une double généalogie ukrainienne et roumaine. Voilà, ça fait quelque chose de riche. Et dans cette extraordinaire diversité d'origines, il y a cette incroyable similitude de situations d'émigration et d'attachement très fort au pays, hein, à leur pays. Voilà, c'est ça qui m'a frappée, et je termine dans le livre à propos du partage des eaux, en expliquant que donc j'ai réalisé peu à peu que j'étais le produit, hein, de cette conjonction entre ces deux destins si différents, que j'avais besoin de repartager ces eaux mêlées. Alors, je raconte dans le livre que ma mère me parlait beaucoup du livre de Roger Icor, Les eaux mêlées, qui a été publié l'année de ma naissance, en 1955, avec des trémolos dans la voix, parce que cette idée qu'on résoudrait le problème juif, le problème de l'antisémitisme, en mariant les juifs avec des non-juifs, comme c'était le cas pour son mari elle-même, me paraît être une idée problématique, disons, pour ne pas dire plus, et que moi, j'ai eu besoin, au contraire, de démêler ces eaux pour comprendre d'où je venais, et pour comprendre les origines de ce mélange atypique. Et le but, en fait, de ce livre, pour moi, c'est justement de faire la part, hein, de ces eaux, de démêler le partage des eaux, hein, puisque je suis vraiment dans le moment de ce partage des eaux, et à la fois de rendre hommage d'une certaine façon à la constance de ces membres de mes deux familles, à leur souffrance, parce que vous avez compris ce qu'il en était des souffrances du côté juif, mais j'ai très bien connu ma grand-mère maternelle, qui est morte à 103 ans. Bon. Donc il y a eu beaucoup de temps pour me raconter sa vie, et sa vie, il n'y avait pas grand-chose à raconter. Elle a été mariée juste après la guerre. Elle était l'aînée de 3 sœurs, donc à l'époque, dans les familles bourgeoises, on ne pouvait pas marier les 2 cadettes avant l'aînée, donc il fallait qu'on la marie très vite. Or, comme vous le savez, après la fin de la Première Guerre mondiale, il n'y avait plus beaucoup d'hommes. Donc c'était très compliqué de trouver des hommes à marier, et via l'intermédiaire du pasteur, on l'a mariée à un petit soldat dont elle avait été bombardée marine de guerre, qu'elle ne connaissait pas, qui était d'un milieu très modeste, inférieur au sien, et ça a été une mésalliance, et elle a vécu toute sa vie avec un homme qu'elle n'aimait pas, qu'elle probablement ne respectait pas, et avec qui elle a vécu dans une gêne matérielle très grande. Elle m'a expliqué qu'elle avait dû vendre tous ses beaux livres, tous ses bijoux, toute son argenterie, enfin bon, et elle a aussi renoncé à une vie sociale, parce qu'ils ont dû émigrer de Bois-Colombes à Marseille pour des raisons de métier de mon grand-père, qui était représentant de commerce, et
Et je pense qu'elle a énormément souffert à la fois de la pauvreté, notamment de la faim pendant la guerre. Ma mère me parlait de la façon dont ils avaient vraiment eu faim pendant la guerre, mais aussi de la déchéance sociale et de l'absence de sociabilité. Elle n'avait pas sa famille avec elle et elle n'avait pratiquement pas d'amis, quoi. Je crois qu'elle avait une seule amie, voilà. Je vous entends pas, Claire. Le micro. Vous m'aviez autorisé à vous interrompre, donc je Oui, le fais. Justement, vous pourriez aussi parler de votre autre grand-mère, votre grand-mère juive Stasia, qui oui, elle non plus, il y a quand même là un parallèle, absolument. aussi avait fait un mariage. Vous avez tout à fait raison. Ce qui m'a énormément frappé en écrivant, et ça c'est quand on écrit qu'on s'en rend compte, c'est que mes deux grands-mères, Stasia et Madeleine, alors qu'elles étaient vraiment nées dans des situations totalement différentes, ont eu un destin très proche pour des raisons historiques en fait, qui est que elles ont été mariées après la Première Guerre mondiale, jeunes toutes les deux, l'une née en 1902, l'autre en 1905, à des hommes plus âgés qu'elles n'aimaient pas, qui avaient été choisis par le pasteur ou par le rabbin ou par la famille, et avec qui elles ont fait une évidente mésalliance. Et c'est pour ça que je me suis aussi beaucoup appuyée sur des romans pour comprendre ce qui s'était passé, parce que manifestement, je pense que l'une et l'autre ont dû développer un bovarisme caractérisé du fait que leur vie sentimentale a dû être très très pauvre et très. Alors pauvre pour ma grand-mère maternelle parce que le puritanisme protestant n'a pas dû l'autoriser à prendre des amants, que je sache, alors que ma grand-mère paternelle Stasia était connue, paraît-il, sur la place marseillaise pour sa vie assez dissolue. Elle avait notamment pendant la guerre un amant qu'elle avait recruté dans la famille Guérini, qui est la famille des mafiosi du Panier, ce qui d'ailleurs a valu quelques soucis à la famille. C'est probablement à cause de ça qu'ils se sont fait repérer et qu'ils ont failli se faire prendre par les miliciens. Enfin voilà, donc elles ont géré les choses de façon assez différente l'une et l'autre, mais il y a eu ce même destin typique des familles bourgeoises, hein, où l'importance, ce qui importe dans un mariage, c'est d'unir des patrimoines et non pas, évidemment, le bonheur individuel. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Elles ne se sont quasiment pas connues, puisque ma grand-mère Stasia est morte du diabète 6 mois après ma naissance, donc l'hiver 56. Elles ont dû donc se connaître quelques années et pas beaucoup se fréquenter parce qu'elles avaient tellement peu en commun, quoi. On ne peut pas imaginer deux êtres plus différents. Il suffit de voir les photos que Stasia et Madeleine. Je ne sais pas où j'en suis, je crois que j'ai à peu près bouclé l'histoire. Euh, Peut-être je vais dire un petit mot de mon frère parce que c'est très intéressant la façon dont euh, le traumatisme qu'a pu représenter pour la famille de mon père le fait qu'il rompe une chaîne plurimillénaire de mariage juif, hein, puisque mon père s'est marié avec une goye. Bon, il est donc tombé fou amoureux de cette Geneviève Creuset, jeune femme très belle, pauvre, qu'il a rencontrée par hasard à un arrêt de bus sur la plage du Prado à Marseille, et il a fait en sorte de l'épouser, malgré les réticences, pour ne pas dire plus, de sa famille. Je pense qu'il y a eu moins de réticences du côté des protestants parce que Lionel était riche, même si une grande partie de la fortune avait été perdue pendant la guerre, mais c'était un jeune homme qui arrivait au volant de sa voiture décapotable. Bon, et donc, bon, ma grand-mère Madeleine devait être contente de pouvoir marier sa fille à quelqu'un qui avait de l'argent, même s'il n'était pas protestant. Mais pour donc le côté juif, ça a été plus qu'une mésalliance, ça a été une rupture de chaîne. Et donc, ma mère a refusé que mon frère aîné, Axel, qui est né en 52, soit circoncis. Mon grand-père, Lazare, voulait qu'il le soit, mais ma mère a refusé. Et donc, nous avons été élevés, mon frère et moi, dans une totale absence de quelque culture religieuse que ce soit. Hein. La religion, c'était la chose dont on ne parlait jamais à la maison, hein, tout simplement, parce que, bon, voilà, pour les raisons que vous comprenez. Et ce qui est très amusant, c'est que mon frère
a épousé en secondes noces une fille de rabbin pour laquelle il s'est converti au judaïsme. Ce qui fait qu'il a renoué. Alors, il est allé à la synagogue libérale de la rue Copernic à Paris pour pouvoir faire ce mariage juif. Et ce qui fait qu'il a pu renouer cette chaîne qui avait été cassée par son père et que donc les deux enfants du second mariage de mon frère sont parfaitement juifs. Voilà. Donc je trouve ça extrêmement amusant. Moi, j'ai pas d'enfants et je suis un peu la gardienne, disons, de la mémoire familiale, ce qui est une façon de procréer autrement que par la chair, procréer par le symbolique. Mais voilà, je trouve ça assez touchant, cette façon de maintenir une forme d'identité juive malgré tout. Voilà. Et c'est aussi, je pense, ce qui m'a motivée dans l'écriture de ce récit, c'est de renouer avec une identité juive que j'ai mis très longtemps à assumer, tout simplement parce qu'encore une fois, il n'en était question à la maison que lorsque mon père nous parlait avec beaucoup de colère et d'émotion de la déportation de ses grands-parents. Bon, voilà, la question de la Shoah était à peu près le seul lien que j'avais avec une identité juive. Et ce livre m'a permis, disons, de remonter dans une généalogie et de réassumer, de récupérer cette généalogie et ce rapport au judaïsme. Nathalie, je vous remercie beaucoup. Effectivement, c'est passionnant de vous lire, c'est passionnant de vous écouter. Nous allons passer maintenant aux questions. Oui. Et effectivement, vous parliez de symbolique et de généalogie, et le cercle de généalogie juive, le CGJ, le nôtre, joue aussi un peu ou beaucoup ce rôle-là, c'est-à-dire renouer des liens pour ceux pour qui il n'y a plus personne, les générations ont été coupées, que ce soit par assimilation ou plus dramatiquement par la Shoah. Avant de passer la parole aux auditeurs, j'aimerais peut-être faire moi-même avoir deux petites questions ou faire deux petites remarques. Juste des remarques de nos mastiques. Vous avez parlé, je crois, vous avez dit que parmi que Félix était le premier. Il y avait Chaim, Henri, tout le monde avait un double prénom hébraïque et puis non hébraïque, français, sauf Félix. Mais en faisant la généalogie, vous allez peut-être découvrir que Félix, c'était le prénom caché, l'équivalent de Seligman, par exemple. C'est possible, sauf qu'à l'état civil, c'est le premier qui n'est que des prénoms français. À l'état civil, bien sûr. Bien sûr, probablement qu'il avait un prénom juif. Oui, oui. Il y avait quelque chose, il y a un prénom de synagogue. Puis vous parlez de d'après ce que j'ai compris, Sofer, il était scribe, c'est ça vous avez... Alors, c'est la mémoire familiale. Alors, c'est ce que parce que ce qui se passe, c'est qu'en hébreu, vous savez sans doute que Sofer, c'est le scribe. Je sais. Voilà, mais c'était sa fonction, c'était sa profession à haut rang. Donc, c'est ça qui est amusant. C'est ce que m'a confirmé ma cousine Léna Sofer. Et enfin, je pense à un lieu, je vois que ici, j'ai parmi les auditeurs, ma belle-mère originaire de la région de Saint-Agrève, et une famille protestante donc, et c'est la région où a été sauvée une partie de votre famille. Oui. Et je dirais que le lieu où votre famille a été protégée, c'est un lieu protestant, comme celui de ce qu'allait devenir votre famille maternelle. Il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans ces eaux mêlées ou non mêlées. Absolument, c'est tout à fait troublant de voir que donc la famille de mon père donc, a atterri en novembre 1943 à Saint-Agrève. Pourquoi? Parce que, pour des raisons que j'ignore là encore, une cousine de ma grand-mère paternelle donc, était la sœur de lait d'un enfant de Saint-Agrève. Alors, tout ça date des chemins de fer du début du 20e, non, oui, du XXe siècle, qui ont relié Marseille à Saint-Agrève et qui fait que Saint-Agrève était devenue une villégiature d'été
pour des Marseillais, notamment Pagnol, hein, qui allait y passer ses vacances. Bon, alors peut-être à cause de ça. En tout cas, j'ai retrouvé dans cette famille de Saint-Agrévois que mon père allait visiter rituellement chaque été, des photos de ma propre famille. Donc, c'était extrêmement touchant. Donc, il y avait déjà ce lien avec les protestants de Saint-Agrève. Donc, quand ils ont cherché un refuge pour échapper aux persécutions, ils se sont retrouvés, donc, grâce à ce lien de famille, à Saint-Agrève, où ils ont passé donc le reste de l'occupation jusqu'à l'été 44. Et dont mon père gardait un souvenir émerveillé, dont moi-même j'ai gardé des souvenirs émerveillés, dont je parle dans un premier récit autobiographique qui s'appelle Maison perdue. En fait, j'ai écrit, je fais une parenthèse, j'ai écrit ce que j'appelle une trilogie des maisons. Le premier texte, c'est Maison perdue, que j'ai publié en 2013 aux éditions Thierry Marchès, puis Une histoire de France en 2018, puis plus récemment en 2021, La maison qui soigne, qui est la suite de Maison perdue. Et tous ces trois récits tournent autour de ces questions d'appartenance, de généalogie, d'enracinement. Et il est évidemment beaucoup question de ce plateau Vivarais-Lignon, donc de ce plateau du Chambon-sur-Lignon où j'ai acheté une maison, la retrouver, j'appelle la retrouver. Et après avoir eu tellement de maisons perdues. Voilà. Donc, il y a cette étonnante, pas coïncidence, mais donc il se retrouve pendant l'occupation dans un pays protestant et quelques années plus tard, donc en 49, mon père fait la connaissance d'une jeune fille protestante dont la sœur cadette est interne au Collège Sévenol du Chambon-sur-Lignon, à côté de Saint-Agrève. Donc, on renoue des choses comme ça qui sont tout à fait troublantes, quoi. Voilà. Eh oui, c'est quand même, c'est curieux, hein, c'est curieux. Il y a, alors, dans la série des coïncidences, j'en ai trouvé pas mal qui m'ont assez éberluée, je dois dire, en faisant ce récit. Et notamment, quand j'ai écrit La maison qui soigne, donc sous-titré Histoire de la retrouver, je raconte que j'ai appelé ma maison La Retrouvée parce que je venais de publier Maison perdue lorsque je l'ai trouvée, cette maison. Bon. Et donc, l'appeler La Retrouvée était une façon de clore le cycle des pertes de maison. Bon. Et puis, par hasard, un jour, je trouve chez un libraire du coin les actes du premier colloque qui a été consacré à l'histoire du sauvetage des Juifs au Chambon-sur-Lignon et alentour, sur le plateau, comme on dit, en 90. Et dans ces actes de colloque, je trouve l'article d'un historien local qui explique que les historiens essayent aujourd'hui de reconstituer tous les noms des Juifs qui sont passés par le plateau pendant la guerre, qui ont été cachés, donc sauvés, grâce notamment à l'action des protestants, mais qu'ils ont beaucoup de mal à faire cette liste parce que les gens sont partis, ils ne se sont pas fait connaître, ils ne reviennent pas forcément. Et donc, les historiens nomment cette liste la liste des retrouvés. Et je ne savais pas ça quand j'ai appelé ma maison La Retrouvée. Voilà. C'est très... Ouais, c'est très émouvant. C'est beau. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a maintenant d'autres questions? Il y en a certainement. Alors, donc, n'oubliez pas que pour intervenir, il faut ouvrir votre micro. Et exprimez-vous en toute liberté. Ce n'est pas enregistré et vos visages ne seront pas filmés. Je vous écoute. Alors, qui souhaite poser une question? Je vous en prie. Il y a deux personnes, je ne sais pas. C'est à qui, en fait? Excusez-moi, j'interviens pour des questions d'organisation. Une seconde. Pour qu'on puisse s'en sortir, il faudrait, dans toute la mesure du possible, que une seule personne active son micro à la fois. Sinon, ça ne sera pas possible, on ne pourra pas s'entendre correctement. Voilà, donc un petit peu de discipline, s'il vous plaît. On prend la parole les uns après les autres. Madame Gallo, puis ensuite Madame Meyer.
Est-ce que vous m'entendez? Très bien, madame, je vous en prie. Bien. En fait, ce n'est pas une question, mais c'est pour dire à madame Heinrich, on est de la même génération et j'ai été bercée aussi par le livre Les eaux mêlées. Ça m'a beaucoup touchée à l'époque. J'ai eu un peu le même parcours que vous, enfin, les parents, les grands-parents non, les parents seulement, qui épousent des goy, on se convertit ou pas au catholicisme, enfin, il y a eu tout ça dans la famille. Mais mon oncle, quand j'avais 30 ans à peu près, m'a donné à lire ce livre, Les eaux mêlées. Vraiment, ça a été une révélation parce que les grands-parents racontaient peu de choses en fait et ça m'a permis tellement d'être dans la filiation et de bien comprendre d'où je venais. J'ai grandi, j'ai vieilli avec ça. C'est très intéressant parce que ça montre qu'on peut accéder à sa propre histoire via la fiction. Moi, je trouve ça absolument passionnant. Ce sont des fictions qui nous permettent de nous connecter à notre propre histoire. Dans Une histoire de France, je mentionne plusieurs fictions, hein, Madame Bovary, Les eaux mêlées, Une vie de Maupassant, Les dames au chapeau vert. Enfin, on peut comprendre beaucoup d'éléments de nos histoires, paradoxalement, non pas seulement en remontant via la documentation historique, mais aussi via la fiction. C'est tout à fait fascinant. Le cinéma peut jouer aussi, bien sûr, ce rôle-là, mais c'est vrai que je pense que Les eaux mêlées a dû jouer un rôle très important après la guerre dans cette difficulté à savoir, pour beaucoup de Juifs, où est-ce qu'ils habitent, quoi. Hein. Voilà, absolument. Ouais. Et je dois dire que je n'avais pas retrouvé ce livre et quand je l'ai cherché il y a 2-3 ans, je ne le trouvais plus. Et je l'ai trouvé d'occasion. Oui, ben, moi j'ai acheté chez un bouquiniste l'édition originale. Voilà, je tenais à avoir l'édition originale parce que le fait qu'il soit publié en 55, l'année de ma naissance, pour moi, faisait partie de ces coïncidences troublantes, quoi. Ouais. Voilà. Merci. Je vous remercie. Je crois qu'il me semble que Madame Meyer, vous vouliez intervenir. Non. J'ai vu quelqu'un d'autre qui veut poser une autre question ou une remarque. Moi, je serais contente d'entendre le témoignage de Jacques Gerson-Korn parce que, Jacques, tu as été tellement actif dans cette lecture documentée et dans ce travail que tu as fait de recherche des origines de ma propre famille. Moi, ça m'avait énormément touchée. Donc, voilà, je serais contente de savoir comment tu as eu connaissance du livre et comment tu t'es installée dans cette démarche. Je vous en prie. Non, mais je voudrais surtout remercier Nathalie Hennig pour ce formidable geste de mémoire. Je crois que c'est ça qui m'avait profondément bouleversé, touché et donné envie aussi de l'aider, de contribuer, à lui permettre de se réapproprier cette saga familiale. Je pense que c'est essentiel en ce qui concerne le lien qu'on peut avoir à notre lignée juive, de ne pas s'en tenir à cette assignation victimaire qui est extrêmement émouvante et importante, évidemment, à maintenir présente dans nos mémoires. Hein. C'est quelque chose d'absolument essentiel, mais qui ne doit pas clore notre rapport à nos aïeux. Pour autant, il y a des choses voilà, que, par pudeur, certainement, Nathalie Hennig n'est pas revenue sur les circonstances de la mort de son arrière-grand-mère dans le train qui l'emmenait à Compiègne, et surtout, par la suite, des éléments qui lui sont parvenus d'une manière absolument incroyable. Je peux raconter si tu veux, Jacques. Et je pense que c'est important de le raconter. Et pour autant, encore une fois, moi j'ai été très sensible, et c'est quelque chose qui fait que j'ai eu envie de t'accompagner dans cette aventure de mémoire. J'étais très sensible au fait de dépasser ce moment de sidération complète dans lequel on a été élevé quelque part, hein, et d'essayer de
de retrouver la vie de cette famille marseillaise, qui est là aussi, le livre mérite absolument, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, précipitez-vous, parce que la saga marseillaise, c'est vraiment quelque chose, un morceau extraordinaire et réjouissant. Donc voilà, mais je te laisse, Nathalie, raconter quand même cette chose inouïe qui est advenue lors de l'exhumation des restes de ton Alors, avant de raconter ça, je vais quand même raconter une chose, c'est que bon, le récit que me faisait mon père de l'arrestation en pleine nuit par des policiers français, hein, il insistait là-dessus, il était indigné quoi, bon, de son grand-père et de sa grand-mère qu'il adorait, je ne savais pas plus que ça. Ils habitaient rue Sénac, ils ont été arrêtés en pleine nuit. Bon. Mais je suis allée rendre visite à la cousine germaine de mon père, donc Annie Tamarquin, qui est donc la fille de la sœur cadette de ma grand-mère Stasia, Simone. Et je savais que Annie détient, elle vit toujours, elle est très âgée, détient toujours, mon père est mort, mais Annie vit toujours, détient des documents. Et je savais qu'un jour, elle m'avait ouvert un tiroir dont elle avait sorti une carte écrite de Drancy par Bency à l'encre mauve, qui était la dernière trace qu'on ait eue de la vie de Bency, bon, et qui était une carte absolument bouleversante. Je la reproduis dans le livre, où il écrit au maire de Compiègne pour avoir des nouvelles de sa femme, parce qu'il ne sait même pas qu'elle est morte. Elle est morte dans le convoi en janvier 1943, lui s'est retrouvé dans le camp de Compiègne, il n'a pas de nouvelles de sa femme. Et il demande au maire de Compiègne de lui donner des informations s'il peut. Et puis, il rajoute, là où il peut, dans la marge, en raison d'un départ prévu demain, répondez plutôt à mon gendre, Robert Tamarquin et son adresse à Saint-Étienne. Bon. Et le départ, évidemment, c'était pour Sobibor. Bon. Donc déjà ça, j'ai trouvé ce document chez Annie, et j'ai trouvé aussi dans ce tiroir, j'ai pas pu le prendre, j'ai pu simplement faire les photos parce qu'elle voulait pas que je les emporte, ce que je comprends, cette lettre absolument extraordinaire de Olympe la Bonne de Bency et Jeanne, qui a été témoin de l'arrestation et qui, sur 4 pages, magnifiquement écrites, magnifiquement calligraphiées, raconte pour la sœur cadette Simone, qui ne savait pas, les circonstances de l'arrestation. Et c'est un témoignage absolument bouleversant. Donc, j'ai récupéré donc cette lettre que je reproduis dans le livre. Et là-dessus est arrivée une chose assez étonnante, c'est ma tante Claudie, donc la sœur cadette de mon père, qui est décédée maintenant, mais qui, à l'époque où j'ai préparé le livre, vivait encore. Et je fais une parenthèse, Claudie, à qui j'ai bien sûr envoyé le livre, m'a téléphoné en sanglots en me disant « Tu ne peux pas savoir combien j'ai pleuré en lisant le livre, tu ne peux pas savoir le bien que ça m'a fait, c'est la première fois que je pleure sur cette histoire. » Voilà, c'est en lisant une histoire de France qu'elle a réalisée en fait. Bon, voilà. Bref, je ferme la parenthèse, et Claudie m'a donné quelques documents, quelques feuillets qu'elle avait dans ses archives familiales, datant du début des années 60, et où le rabbin de Compiègne écrit à Robert Tamarquin, qui était un négociant de Saint-Étienne ayant pignon sur rue, qui était donc le mari de Simone, la sœur de Stasia, donc la fille de Jeanne Polski, hein, lui écrit pour dire voilà, lors d'une opération d'exhumation des corps au cimetière de Compiègne, nous avons découvert le corps de Jeanne Polski, et nous avons trouvé sur son cadavre une petite pochette remplie de bijoux qu'elle avait probablement emportés au moment de son arrestation, et nous voulons vous les restituer. Donc il y a la liste, donc devant huissier, ils ont fait dresser la liste devant huissier des bijoux, et ce sont donc j'ai appelé ça les bijoux de la déportée, qu'elle a emportés et qui évidemment ne l'ont pas sauvée puisque ça ne l'a pas empêchée de mourir dans le convoi. Petite parenthèse,
mon compagnon Paul Salmona, qui dirige le musée d'art et d'histoire du judaïsme, a aussi publié un livre intitulé Archéologie sur l'archéologie juive, hein, tu l'as sous la main. Archéologie du judaïsme en France. Oui. Voilà, archéologie du judaïsme en France. Et il m'a proposé de faire un petit encadré dans le livre qui raconte cette histoire des bijoux de la déportée, parce que c'est un document archéologique. Hein, voilà. Donc tout ça est dans le livre aussi. Je remercie Jacques Gerstenkorn d'avoir posé la question, parce que je n'osais pas le faire. Effectivement, c'était tellement bouleversant que je n'ai pas osé poser la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des questions du dedans ou du dehors? Véronique, est-ce que tu voudrais poser une question? Véronique ne veut pas. Quelqu'un d'autre aurait d'autres questions? Philippe Catelin, je vous en prie. Oui, bonjour. Peut-être une précision sur les protestants. Je suis moi-même de culture protestante et il y a un respect culturel chez les protestants pour le peuple du livre. Oui. En fait, cet accès aux Saintes Écritures est aussi un point commun chez les protestants, et c'est ce qui fait la différenciation importante avec les catholiques, c'est l'accès aux Saintes Écritures. Et pendant 100 ans, de la révocation de l'édit de Nantes en 1785 jusqu'à la Révolution, la plupart des protestants qui étaient interdits, qu'on appelait les nouveaux catholiques, se donnaient des prénoms bibliques à leurs enfants. C'est en fait un acte militant qui affichait par là le fait qu'ils avaient accès aux Saintes Écritures. C'est un autre point commun. Vous avez tout à fait raison, je n'y ai pas insisté, mais ça c'est une chose que j'ai pu approfondir depuis que j'ai cette maison au Chambon-sur-Lignon, parce que je me suis beaucoup intéressée évidemment à l'histoire locale. Et quand on va au vieux cimetière du Chambon, on regarde les tombes et la plupart des prénoms sur les tombes sont des prénoms que nous spontanément identifierions comme juifs, hein, mais qui sont de fait des prénoms tout simplement de l'Ancien Testament. Et il y a même le prénom Lévi en prénom, hein, ce qui est quand même assez étonnant. Et alors, sur cette question du lien entre les juifs et les protestants, je le savais un petit peu, mais je l'ai vraiment approfondi en étant sur place. J'ai organisé en 2018 une exposition au lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon intitulée Écrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon, et qui est consacrée à tous les intellectuels, qui est très nombreux et très éminents, qui ont séjourné sur ce plateau entre les années 20 et la fin des années 40. Et pour faire cette expo et le livre qui en est issu, qui est d'ailleurs toujours publié aux Impressions Nouvelles, j'ai fait des recherches pour savoir où avaient vécu les grands intellectuels qui étaient passés par là, et notamment lorsque j'ai essayé de comprendre où avait séjourné Jules Isaac pendant la guerre, lorsqu'il était réfugié au Chambon, je me suis retrouvée dans un petit hameau on a toqué à la porte, quelqu'un nous avait dit mais c'est là, etc. Et on a été accueillis par un vieux monsieur qui nous a dit oui, c'est bien mon père qui a hébergé, non pas Jules Isaac, mais son fils Jean-Claude. Et tout de suite, il nous a dit mais c'était bien normal, les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Et cet homme connaît la Bible par cœur. Il est capable de réciter par cœur, c'est un darbiste, et donc j'ai découvert aussi la multiplicité des communautés protestantes sur le plateau Vivarais-Lignon. C'est une des spécificités du lieu qui est tout à fait étonnante, et les darbistes sont les plus probablement proches des Juifs en raison de cet attachement très fort au livre. Voilà. Et je précise, pour ceux qui ne connaissent pas, que les darbistes, ça vient du nom de Darby, qui était un pasteur protestants du 19e siècle, et lorsqu'on les rencontre à Saint-Agrève, effectivement, ils ont une barbe et les femmes portent de longues jupes, oui, un peu comme les juifs orthodoxes, ou bien comme certains amish. Voilà. Les amish que des... Et alors, pire que les darbistes, si on peut dire gentiment, mais il y a les purs, c'est-à-dire que les purs sont une communauté à l'intérieur des darbistes qui ont été expulsés d'Angleterre au 19e siècle parce qu'ils étaient trop rigoristes, et qui sont encore plus purs que les darbistes, c'est-à-dire qu'ils ne se marient qu'entre eux, que
encore jusqu'à peu de temps, ils ne serraient pas la main de gens qui n'étaient pas de leur communauté, qui n'ont pas la télévision. Enfin voilà, ils ont une vie très, très particulière. J'ai moi-même acheté ma maison à un couple de purs, donc j'ai vu ce que c'était. Et c'est vraiment une particularité du coin très, très intéressante. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'on les appelle aussi, il y a les étroits et les larges. Et Oui. je crois que ce sont les larges qui sont les plus étroits. Ah, là, ça c'est encore... couper les cheveux. C'est encore une nuance, voilà. Et en effet, les femmes ont toutes des jupes longues, elles ont toujours une attache dans les cheveux longs, bien sûr, surtout pas courts, etc. Enfin bon, on les reconnaît sur le marché, hein, voilà. Oui. C'est tout à fait étonnant. Alors, un peu moins maintenant, quand j'étais petite, je m'amusais beaucoup à voir les salutistes de l'armée du salut qui venaient avec leur tenue quasi militaire, hein, pour chanter sur la place. Bon, on a encore des prêches en plein air spontanés, enfin, si on peut dire, de gens qui ne sont pas des pasteurs, mais qui viennent, par exemple, au bord de la plage et qui font un prêche en plein air. On a vraiment une tradition protestante incroyablement incarnée sur le plateau.